Bienvenue sur CivilNet. Est-ce que tous les chemins peuvent mener à l'Arménie? L'Arménie pourrait-elle devenir un point incontournable de la route de la soie? C'est ce dont nous allons discuter avec Arman Petrosyan, qui est négociant en matières premières, mais qui s'y connaît quand même en négoce aussi à travers ces chemins-là. Arman, je voulais savoir justement par rapport aux nouvelles routes de la soie dont on parle, quel avantage la Chine aurait à développer davantage son partenariat avec l'Arménie? Bonjour Annie, tout d'abord merci pour l'invitation. Entre les relations entre la Chine et l'Arménie, où est-ce que l'Arménie se positionnerait dans cette nouvelle route de la soie? Alors je pense que ce serait plutôt l'aspect sécuritaire plutôt que commercial en fait qui ferait sens pour l'Arménie. C'est-à-dire que avec la politique actuelle d'Erdogan pan-turquiste qui souhaite étendre et prendre de l'influence en Asie centrale, l'Arménie joue un rôle de buffer state, si tu veux. État tampon. De tampon, exactement, voilà. État tampon. Le but de cette stratégie turque, c'est d'avoir, et indirectement, quand on dit Turquie, on dit OTAN, donc on dit aussi tous les gouvernements occidentaux. Donc les gouvernements occidentaux utilisent, si tu veux, la Turquie comme avant-garde de leur propre influence en Asie centrale. Donc c'est un peu le retour du grand jeu du fin du 19e siècle entre d'un côté l'influence, avant c'était l'influence britannique et la Russie, aujourd'hui c'est les États-Unis et d'un côté et puis la Russie, la Chine et l'Iran. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en termes démographiques, dans ces trois États qui, si tu veux, challenge l'ordre international qui est dirigé par l'Occident, il se trouve qu'il y ait beaucoup de population turque. Donc, si on prend l'exemple de l'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants, il y a entre 16 et 20 millions d'Azéris. Donc, il peut y avoir un irrédentisme turc. En Chine, il y a les Ouïghours, qui sont aussi une population turque. En Russie, il y a les Tatars, qui ont aussi une forme d'irrédentisme turc. Donc Erdogan joue, en fait. Et en fait, ça donnerait un énorme levier pour la Turquie de se positionner, d'avoir accès à l'Asie centrale pour, qui sait, peut-être mener des actions concrètes, actions de déstabilisation en Chine, en Iran, en Russie, ce qui ferait l'affaire de l'Occident aussi. Donc l'Arménie, selon moi, est un peu le verrou de protection, et le Syunik, en réalité, la région du Syunik, est le verrou de protection contre plus de déstabilisation dans ces marges de l'empire chinois, russe ou iranien. Et je pense que le gouvernement arménien devrait jouer là-dessus, devrait faire comprendre à Pékin, à Téhéran et à Moscou que sans elles, il y a un risque que leur périphérie de ces trois États soit déstabilisée en fait, dans un avenir relativement proche. S'il y a ce corridor extraterritorial qui se met en place, le corridor de Zangezur. Ouais. Le soi-disant corridor. Voilà. En fait, pour parler, donc Erdogan parle souvent du pan-turquisme. Ouais. Donc, il a un projet impérial, un peu comme durant l'Empire ottoman, de justement pan-turquisme, où il relierait la Turquie aux autres nations turquiques. Ouais. Et donc ça comprend des pays comme le Turkménistan et d'autres, et qui passent justement pour arriver jusqu'à la Chine. Et donc, ce serait une manière de, comme tu l'as dit, de mettre un verrou. Et en fait, l'Arménie, ça a toujours été décrit, si je me rappelle bien, comme étant un obstacle à chaque fois aux pays musulmans ou aux pays plutôt turquiques, ce petit pays chrétien là en plein milieu. Et donc, l'idée, ce serait que pour la Chine, l'Arménie pourrait continuer à garder ce rôle de division pour éviter cette expansion. Oui, exactement. Ouais. De division et de... Oui, parce que après, en fait, c'est-à-dire qu'après, il y a une route de Istanbul jusqu'à Urumqi, qui est cette zone, qui est le Xinjiang, qui est cette zone qui est, je dirais, la plus... le talon d'Achille, si tu veux, de la Chine. De la Chine, ouais. Le Xinjiang, parce que
Ça contient une communauté turque. Oui, des Ouïghours, ouais. en fait. Donc les Ouïghours sont de cette région-là, qui est une population turque, d'origine turque, qui parle une langue turquique et qui souhaite avoir plus d'autonomie vis-à-vis de Pékin. Et donc ça fait le jeu aussi de Washington, de Paris, de Londres, de déstabiliser le plus possible la Chine. Maintenant, est-ce que il y a aussi ce type de velléité vis-à-vis de la Russie et par exemple les communautés tatares? Ça, j'y connais un peu moins. Mais en tout cas, je sais qu'en Iran, avec la communauté azérie, il y a une forme d'irrédentisme. Et les Turcs jouent en fait sur cette politique-là. Ils essayent de les ramener plus vers leur identité turque plutôt que iranienne, chiite. Et alors, tu as évoqué le corridor de Zangezur, le soi-disant corridor de Zangezur. Donc, pour expliquer, pour mettre en contexte, pour que les gens comprennent, c'est un chemin qui est demandé par l'Azerbaïdjan, qui relierait son exclave du Nakhitchevan à Bakou, en passant par la province du Sunnik, qui est dans le sud de l'Arménie, et qui serait sous contrôle d'un pays tiers, ou en tout cas, ce serait un chemin neutre, où l'Arménie n'aurait aucune souveraineté, aucun contrôle sur ce chemin-là. Ça, c'est la demande de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Et en fait, est-ce que donc l'Azerbaïdjan utilise souvent le fait que c'est une manière de se relier à son esclave, mais est-ce que finalement c'est pas aussi une façon pour la Turquie de passer par l'Arménie pour justement poursuivre son chemin pan-turquique, je veux dire, par l'Arménie? Oui, tout à fait. C'est la principale raison de la perspective d'Ankara, c'est ça en fait, ça lui donne une projection de pouvoir sur après toute l'Asie centrale, qui est extrêmement stratégique. Et avec ces nouvelles routes, tout ce qu'eux ils appellent en fait the middle corridor. Le corridor moyen. Moyen. Ouais. Le terme en anglais c'est middle corridor. Je ne sais pas en français s'il y a vraiment un terme ou pas. Mais en fait, ce corridor-là a pris énormément d'importance depuis tous les problèmes qu'il y a eu avec le canal de Suez, avec les Houthis, le Bab el-Mandeb, où les navires se font attaquer dans ces détroits-là. Donc, beaucoup de matières premières qui, avant, prenaient la mer, qui étaient positionnées, je ne sais pas moi, au Kazakhstan, ou du cuivre au Kazakhstan, ou je sais pas, maintenant prennent ces routes-là, qui sont des routes intermodales, multimodales, de chemin de fer, pour des camions. Et puis ensuite, après, il y a ces bateaux sur la Caspienne qui arrivent des différents ports, soit kazakhs, soit turkmènes, sur l'Azerbaïdjan. Ensuite, après, ils vont en Géorgie. Et après, de Géorgie, soit ils continuent en Turquie, soit alors ils arrivent au port de Poti ou Batumi, et puis là, après, ils sont dispatchés en Union européenne. Soit ils vont au port de Constanta, en Roumanie, ou bien en Bulgarie. Et puis après, voilà, ils sont en Europe. Mais par contre, pour l'Arménie, commercialement, ce serait intéressant d'utiliser donc le corridor nord-sud. Voilà. Qui s'appelle INSTC en anglais. Ouais, le International North-South Transport Corridor. Donc ça, c'est un corridor qui relierait Moscou à Mumbai, en passant par l'Arménie, l'Iran, et jusqu'au port iranien de Chabahar, qui est le seul port en eau profonde iranien qui donne sur l'océan Indien. Donc c'est un port très très important pour l'Iran, mais qui est aujourd'hui totalement sous-exploité. Je sais que les Indiens avaient des intentions d'investir en fait dans ce port-là, pour même, je crois, le contrôler. Mais je crois qu'il y a eu, avec les sanctions qu'il y a en Iran, les divers problèmes économiques, je crois que les investissements indiens pour le moment sont un peu gelés. Mais selon moi, ça fait totalement sens, autant pour l'Iran que pour l'Inde, que pour l'Arménie et la Russie, qu'il y ait ce port-là qui soit développé. Parce que ça réduit énormément les coûts de transport, ça réduit le temps,
Enfin, c'est avantageux pour ces 4 pays. C'est énormément avantageux en fait pour ces 4 pays. Qu'il y ait une route qui commence de Moscou et qui descend jusqu'à Mumbai. Ouais. Et d'ailleurs, même quand on regarde le commerce entre l'Inde et la Russie c'est énormément développé depuis la guerre aussi entre la Russie et l'Ukraine. Le grand marché du pétrole avant, pour la Russie, c'était l'Europe. Et aujourd'hui, c'est la Chine et l'Inde. L'Inde achète des quantités, d'énormes quantités en fait, d'hydrocarbures russes aujourd'hui, qui raffinent et qui ensuite après revendent à l'Europe à des prix mirobolants. Et l'Arménie, dans tout ça, elle aurait quoi à gagner, à part être un hub où ça passerait par son territoire l'Arménie, là, cette fois-ci, elle agit en tant que transit véritablement nord-sud. Sur ce corridor-là, elle n'aura pas de problème en termes de frontières, parce que c'est ces 2 frontières qui sont ouvertes. Donc la frontière nord avec la Géorgie et la frontière sud, les 32 km entre l'Arménie et l'Iran, sont les 2 frontières qui sont ouvertes. Et donc, il n'y a pas de conditions à poser comme ce que Aliyev et Erdogan sont en train de faire vis-à-vis du gouvernement de Pachinian, où ils posent des conditions pour ouvrir ce corridor-là. Donc, c'est vraiment... c'est une autre approche, si tu veux. Et les discussions par rapport à ce corridor, ils en sont où? Est-ce qu'il y a un avancement? Est-ce qu'on sait Ils en parlent beaucoup. Maintenant, je sais qu'ils parlaient de développer même une ligne de chemin de fer, mais ça fait très longtemps qu'on en parle, je crois, entre l'Arménie et l'Iran. Mais je crois qu'il y a beaucoup de défis techniques aussi, parce que c'est comment construire une ligne de chemin de fer dans cette région montagneuse. Extrêmement montagneuse. Donc, il y a des défis vraiment d'ingénierie et pour désenclaver, si tu veux, cette région et pour que voilà, le Sunik agisse en tant que pont entre Moscou et Mumbai. Et si on développe dans le scénario où justement ce corridor se concrétise et devient... réel pour l'Arménie, est-ce que ça sera une façon aussi de contrer justement l'autre corridor de Zangezur qui est tout le temps demandé par l'Azerbaïdjan? Est-ce que ça sera une façon de contrer justement, d'avoir finalement tous ces pays partenaires qui font partie du projet et qui pourraient même stopper peut-être ces demandes? Tout à fait, parce qu'en fait on est en train on mettrait l'accent sur un corridor qui va du nord au sud, qui relie 2 pays qui sont sous sanctions occidentales, donc la Russie et l'Iran. Avec un pays, l'Inde, qui est un pays un des grands pays qui monte en puissance économiquement, qui fait partie des BRICS aussi, donc de la même manière que maintenant la Russie et l'Iran. Donc en fait l'Arménie agirait vraiment en tant que pont entre ces 3 pays du BRICS qui sont en train de contrer, si tu veux, l'hégémonie occidentale de ces 70-80 dernières années. Et je voulais aussi voir si, quand on est en train de parler de tout ça, clairement, l'Occident n'a pas vraiment... On met de côté l'Occident. Donc là, c'est vraiment concentré sur l'Asie et sur plutôt les pays que l'Occident... pas à bord, mais en tout cas que l'Occident rejette beaucoup. Est-ce que finalement, le futur de l'Arménie s'inscrit plutôt vers l'Orient et vers la Russie? Est-ce que l'Arménie aurait plutôt intérêt à continuer ce jeu en se tournant vers ses partenaires actuels qui sont malgré tout la Russie, l'Iran, l'Inde, et peut-être détourner un peu son regard des États-Unis et de l'Occident en général? Je pense que le pays le plus stratégique aujourd'hui pour l'Arménie, qui s'inscrit vraiment autant dans sa vision politique que commerciale, c'est l'Inde. C'est vraiment l'Inde parce que... Sécuritairement, commercialement. Voilà, exactement. Et puis maintenant, on le voit même que sécuritairement, c'est le plus grand pourvoyeur d'armes, c'est l'Inde, l'Arménie. Mais en termes de valeur aussi, parce que c'est une démocratie de la même manière que l'Arménie aujourd'hui également. Et c'est un pays dont on sait que voilà, dans ces 20 à 30 à 50 prochaines années, c'est un pays qui va compter de plus en plus. Donc pourquoi est-ce qu'on voudrait regarder, ou bien trop regarder vers l'Occident, alors qu'il y a une forme de crise
institutionnelle, économique, politique. Pourquoi est-ce qu'on s'amarrerait à ce navire-là plutôt que des navires qui sont en train de monter en puissance tels que la Chine ou l'Inde? Et je pense que l'Inde, c'est celle qui vraiment coche plus ou moins toutes les cases en termes économiques et politiques. Merci beaucoup, Arman, pour cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous et continuez à nous suivre.